Je n'écris pas pour être cru. J'écris parce que le silence pèse, parce que les années s'accumulent comme la poussière sur les livres que personne ne lit plus, parce qu'un jour peut-être quelqu'un trouvera ces pages et se posera les bonnes questions. Je ne sais plus exactement quand j'ai commencé à compter les décennies plutôt que les saisons. C'est venu lentement, comme tout ce qui me concerne. Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. L'année dont je veux parler est 1721. Je vivais alors dans une maison étroite près du port de Marseille. Une demeure modeste. 2 étages, des volets que je gardais fermés même en plein été. Les voisins pensaient que je souffrais des yeux. Une maladie de naissance, disais-je. Ils hochaient la tête et n'insistaient pas. Les gens n'insistent jamais quand on leur offre une explication simple. J'avais choisi Marseille pour son agitation, pour ses ruelles sombres, pour ses navires qui amenaient chaque semaine des visages nouveaux, des hommes sans attache, des marins que personne ne cherchait, des voyageurs dont l'absence ne surprenait personne. Une ville de passage est une ville de disparition. Je me souviens du mois de mai. L'air était déjà lourd. Les mouches tournaient autour des étals de poissons. Les enfants couraient pieds nus sur les pavés brûlants. Et moi je regardais tout cela depuis ma fenêtre entr'ouverte, dans la pénombre de ma chambre. Je ne sortais que la nuit. Cela aussi les voisins l'avaient accepté. Ils disaient que j'étais un homme de lettres, que je travaillais à la lueur des chandelles, que les savants avaient leurs habitudes. Ils inventaient des explications à ma place. Les humains font cela constamment. Ils comblent les silences avec des histoires rassurantes. Je les laissais faire. Le navire est arrivé le 25 mai. Le grand Saint-Antoine. Je me souviens de son nom parce que plus tard, tout le monde s'en souviendrait. Un vaisseau marchand venu du Levant, de la soie, des étoffes précieuses. Et autre chose que personne n'avait dû monter à bord. Je l'ai senti avant les autres. Non pas la maladie elle-même, mais quelque chose dans l'air. Une vibration, une densité nouvelle dans l'odeur du port. Les humains ne perçoivent pas ces choses. Leurs sens sont émoussés par des siècles de confort relatif. Les miens ne le sont pas. J'ai fermé mes volets ce soir-là. Et j'ai attendu. La peste. Ils ont mis des semaines à prononcer ce mot. Les médecins parlaient de fièvre maligne, de corruption des humeurs, de miasmes portés par les vents d'Orient. Ils saignaient les malades, leur appliquaient des ventouses, leur faisaient boire des décoctions d'herbes amères. Les malades mouraient quand même. Je les observais depuis ma fenêtre. Les charrettes qui passaient à l'aube, les corps empilés comme du bois, les visages gonflés, noircis. Les bubons qui déformaient les cous et les aisselles. La mort est laide quand elle vient de l'intérieur. Je dois confesser quelque chose ici. Je ne craignais pas la peste. Je savais d'une manière que je ne peux expliquer qu'elle ne pouvait rien contre moi. Mon corps ne fonctionne pas comme celui des autres hommes. Il ne vieillit pas. Il ne tombe pas malade. Il se répare seul, lentement, obstinément, tant que je lui donne ce dont il a besoin. Et ce dont il a besoin, je ne peux l'écrire sans détour. Je me nourris. Pas de pain, pas de viande, pas de vin. Je me nourris de ce qui coule dans les veines des vivants. Je ne suis pas né ainsi. Il y a eu une vie avant, une enfance, une famille, un nom que j'ai oublié à force de ne plus l'entendre. Tout cela remonte à plus d'un siècle maintenant. Les détails se sont effacés. Il ne reste que des impressions. L'odeur du foin dans une grange, la voix d'une femme qui chantait, la douleur d'une nuit d'hiver où tout a changé. Quelqu'un m'a trouvé, quelqu'un m'a vidé, quelqu'un m'a laissé entre deux mondes. Et je me suis relevé. Les premiers mois furent les plus difficiles. La faim est une chose terrible quand on ne comprend pas ce qu'elle exige. Je croyais avoir soif. Je buvais de l'eau. Cela ne changeait rien. Je croyais avoir froid. Je m'approchais du feu. Mon corps ne se réchauffait pas. Puis une nuit, dans une ruelle de je ne sais plus quelle ville, un homme m'a attaqué. Un voleur. Un désespéré. Il m'a planté une lame dans le ventre. Et au lieu de m'effondrer, j'ai senti autre chose. Une rage ancienne. Une force que je ne connaissais pas. Je l'ai saisie à la gorge.
et mes dents ont trouvé leur chemin. Le premier est toujours le plus difficile à oublier. Je ne tue pas par plaisir. Je tiens à ce que cela soit écrit. Je ne suis pas une bête. Je ne suis pas un démon. Je suis ce que ma nature m'oblige à être. Rien de plus, rien de moins. Mais je tue, rarement, avec discernement. Je choisis ceux que personne ne cherchera. Les vagabonds, les ivrognes abandonnés dans les fossés, les voyageurs isolés sur les routes de nuit, les malades que leurs familles ont déjà abandonnés. À Marseille, en cet été 1721, les malades ne manquaient pas. Je me souviens d'un homme en particulier, un portefaix, un de ces hommes qui déchargeaient les navires pour quelques sous par jour. Il vivait dans une masure près des remparts, seul, sans femme, sans enfant. Il avait contracté la maladie et attendait la mort, couché sur un grabat de paille. Je l'ai visité une nuit de juin. Sa maison puit la sueur et la peur. Il délirait. Il appelait sa mère. Une femme morte biffatant sans doute. Ses yeux ne me voyaient pas vraiment. Il me prenait pour un prêtre. Il demandait l'absolution. Je la lui ai donnée. Pas avec des mots latins, pas avec une croix, mais avec une fin rapide, une fin sans douleur, une fin qui n'aurait pas eu autrement. Je lui ai épargné 3 jours d'agonie, et je me suis nourri. Est-ce un péché? Je ne sais plus. La ville mourait autour de moi. Les autorités avaient fermé les portes. Plus personne n'entrait. Plus personne ne sortait. Les rues se vidaient à mesure que les maisons se remplissaient de cadavres. Les fossoyeurs ne suffisaient plus. On creusait des fosses communes hors les murs. On y jetait les corps par centaines. Le clergé parlait de châtiments divins. Les processions se multipliaient. Des hommes se flagellaient en marchant. Des femmes priaient à genoux dans la boue. Tout le monde cherchait un coupable, un responsable. Quelqu'un à blâmer pour cette horreur. Ils ont trouvé les Juifs, comme toujours. Puis les étrangers, les Turcs, les Arabes, tous ceux qui venaient d'ailleurs. Personne n'a pensé à moi. Le voisin discret, l'homme qui ne sortait que la nuit, l'érudit au volet fermé. Les humains cherchent les monstres là où ils ne sont pas. Je dois parler de l'évêque, Henri de Belsunce, un homme courageux à sa manière. Il parcourait les rues au milieu des mourants. Il donnait les derniers sacrements. Il touchait les pestiférés sans crainte. Le peuple l'adorait. Je l'ai observé plusieurs fois. Il marchait avec cette assurance que donne la foi. Cette certitude que Dieu le protégeait. Que sa mission était juste. Que la mort ne pouvait l'atteindre tant qu'il servait son prochain. Il avait tort, bien sûr. La mort peut atteindre n'importe qui. Mais il a survécu. Par chance. Par constitution robuste. Ou peut-être, qui sait, par grâce divine. Je ne crois plus en Dieu depuis longtemps. Mais parfois, face à certains hommes, je me demande si je n'ai pas tort. Un soir d'août, quelqu'un a frappé à ma porte. C'était inhabituel. Je n'avais pas de visiteurs, pas d'amis, pas de famille connue dans la ville. Je suis resté immobile dans le noir, espérant que l'intrus partirait. Il n'est pas parti. Une voix de femme, faible, suppliante. « Monsieur, je sais que vous êtes là. Je vous ai vu à votre fenêtre. Je vous en prie. Mon fils est malade. » Je n'aurais pas dû ouvrir. Elle s'appelait Marguerite. Une veuve. 30 ans peut-être. Des mains abîmées par le travail, des yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. Elle portait un enfant dans ses bras. Un garçon de 5 ou 6 ans. Brûlant de fièvre. Les médecins ne viennent plus. Les prêtres ne viennent plus. Tout le monde meurt. Elle me regardait comme on regarde un saint ou un sorcier. Dans ces moments de désespoir, la différence n'existe plus. On dit que vous connaissez les remèdes, que vous lisez des livres anciens. Je vous en supplie. Je ne connais aucun remède contre la peste. Je ne suis pas guérisseur. Je suis l'inverse exact d'un guérisseur. Mais je l'ai laissé entrer. L'enfant était condamné. Je l'ai su en le regardant. Les bubons commençaient à apparaître sous ses aisselles. Sa peau prenait cette teinte grisâtre que je connaissais trop bien. Il lui restait 2 jours, 3 au plus. Marguerite attendait, les yeux pleins d'espoir. J'aurais pu lui dire la vérité. J'aurais pu la renvoyer. J'aurais pu fermer ma porte et oublier. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai donné de l'eau fraîche pour l'enfant, des linges propres,
une tisane de plantes que j'avais dans ma cuisine et qui ne servait à rien sinon à entretenir l'illusion que je mangeais comme tout le monde. Elle m'a remercié avec des larmes dans la voix. Et elle est restée. 3 nuits. Pendant 3 nuits, elle a veillé son fils dans ma maison. Elle lui parlait, elle lui chantait des berceuses. Elle lui racontait des histoires de printemps et de champs de blé, des histoires de vie dans une maison qui n'en contenait plus depuis longtemps. Je restais dans l'ombre. Je l'observais. La tendresse des humains est une chose étrange. Elle persiste même quand tout est perdu. L'enfant est mort à l'aube du 3e jour. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas hurlé. Elle l'a serré contre elle pendant 1 heure entière, en silence. Puis elle l'a posé sur mon lit. Elle a fermé ses yeux. Et elle m'a regardé. Il ne souffre plus. Ce n'était pas une question. Je l'ai aidé à l'enterrer, dans le petit jardin derrière ma maison. Un jardin que je n'utilisais jamais. Nous avons creusé ensemble, dans le noir. Elle était trop faible pour porter la bêche longtemps. J'ai fait le plus gros du travail. Elle n'a pas remarqué que je ne transpirais pas, que je ne m'essoufflais pas, que mes yeux voyaient parfaitement dans l'obscurité. Ou peut-être l'a-t-elle remarqué et n'a-t-elle rien dit. Quand c'était fini, elle s'est agenouillée devant la tombe. Elle a prié. Longtemps. Des mots latins qu'elle ne comprenait sans doute pas, mais qu'elle avait appris par cœur depuis l'enfance. Je suis resté debout derrière elle, en silence. Et j'ai pensé à tous les enfants que j'aurais pu avoir si j'étais resté humain, si cette nuit d'hiver n'avait jamais existé. Elle est partie au matin, avant l'aube, sans me dire au revoir. Elle a laissé un morceau de pain sur ma table, un cadeau dérisoire, tout ce qu'elle possédait peut-être. Je n'ai pas touché au pain. Il a moisi sur la table pendant des semaines. Je ne l'ai jamais revu. J'ai appris plus tard qu'elle avait survécu à l'épidémie, qu'elle s'était remariée, qu'elle avait eu d'autres enfants, une vie ordinaire, une vie humaine. Je l'ai enviée. La peste a duré 2 ans. 50 000 morts à Marseille, 100 000 dans la région, peut-être plus. Les chiffres sont imprécis. On comptait mal les pauvres, on comptait mal les étrangers, on comptait mal ceux qui n'appartenaient à personne. Moi j'ai compté autrement. 37. C'est le nombre de personnes dont je me suis nourri pendant ces 2 années. 37 vies qui se sont éteintes entre mes mains. 37 corps que personne n'a cherchés. 37 disparitions noyées dans l'océan de mort. La peste m'a rendu invisible. Je devrais ressentir de la honte en écrivant cela, de la culpabilité, du remords. J'en ai ressenti autrefois, dans les premières décennies, quand je me souvenais encore de ce que c'était d'être l'un d'eux, quand leur douleur me semblait proche, familière. Ce temps est révolu. Je ne dis pas que je suis devenu cruel. Je ne prends aucun plaisir à ce que je fais, mais la distance s'est installée. Les humains sont devenus autre chose, des créatures que j'observe, que j'étudie, que je comprends parfois mieux qu'elles ne se comprennent elles-mêmes. Je suis leur témoin, rien d'autre. L'hiver 62 fut particulièrement froid. Les derniers pestiférés mouraient dans les hospices. Les rues recommençaient à s'animer. Les marchands rouvraient leurs échoppes. La vie reprenait, comme elle reprend toujours. Les humains oublient vite, c'est peut-être leur plus grande force, cette capacité à refermer les plaies, à reconstruire sur les ruines, à faire des enfants même quand le monde semble s'effondrer. Moi je n'oublie pas, chaque visage reste gravé quelque part en moi, chaque nom, chaque dernier souffle, il s'accumule, couche après couche, siècle après siècle. Le poids de la mémoire est le vrai fardeau des immortels. J'ai quitté Marseille au printemps 1723, la ville m'était devenue trop familière. Trop de gens me connaissaient de vue, trop de questions risquaient de se poser. Pourquoi cet homme ne vieillit-il pas? Pourquoi son visage est-il le même qu'il y a 10 ans? Je suis parti vers le nord, Lyon, puis Paris, une autre ville, d'autres visages, d'autres proies. Et la même solitude. Je pourrais continuer ce récit indéfiniment, raconter les décennies suivantes, les guerres, les révolutions que j'ai traversées, les changements que j'ai vus bouleverser ce pays et les autres. Mais ce n'est pas le propos de ces pages. Je voulais simplement témoigner d'une époque, d'une pestilence, de la fragilité des corps humains et de la permanence du mien. Je voulais laisser une trace, parce qu'un jour, peut-être, quelqu'un lira ceci et comprendra que les monstres dont on parle dans les contes ne sont pas des inventions. Ils existent. Ils marchent parmi vous.
Ils vous regardent vivre et mourir avec la patience de ceux qui ont tout le temps du monde. Je pose ma plume. L'aube approche. Je la sens avant de la voir. Cette légère brûlure dans l'air. Cette menace dorée qui monte à l'horizon. Les volets de ma nouvelle demeure sont fermés, comme toujours. Demain, je recommencerai à observer. Et dans 50 ans, ou 100, quand cette ville aussi me deviendra trop familière, je partirai encore. Vers où? Je ne sais pas. Vers quand? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas non plus. Si vous trouvez ces pages, posez-vous une question. Celui qui les a écrites est-il mort depuis longtemps? Ou est-il quelque part, dans une rue que vous connaissez, derrière des volets fermés, à attendre la nuit? Je ne vous donnerai pas la réponse. Elle vous appartient désormais. Faite à Paris, en l'an de grâce 1764, par une main qui ne tremble plus depuis longtemps. Le Témoin de novembre, 2e fragment. Époque 2025. Je suis encore là. Cela devrait être la première phrase de tout ce que j'écris désormais. Un constat, une évidence que personne ne peut vérifier, une vérité qui me prouve rien. Je suis encore là. Les pages que j'ai rédigées à Paris en 1764 existent toujours quelque part. Dans une archive, dans une collection privée, ou dans une boîte oubliée au fond d'une cave que personne n'ouvrira jamais. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. Je ne les ai pas cherchées. Le passé est une maison où je refuse de retourner trop souvent. Nous sommes en décembre 2025. J'écris ces mots sur un clavier, pas avec une plume. Le geste est différent, le son est différent, mais l'intention reste la même. Laisser une trace. Témoigner. Peut-être avertir. 3 siècles. J'ai traversé 3 siècles depuis Marseille, depuis la peste, depuis Marguerite et son fils enterrés dans mon jardin. Un jardin qui n'existe plus. Un quartier qui a été rasé et reconstruit tant de fois que je ne pourrai plus situer l'emplacement exact de cette tombe d'enfant. 3 siècles de visage, 3 siècles de nuit, 3 siècles de faim. Et me voici. Je vis dans une grande ville. Je ne dirai pas laquelle. Cela n'a plus d'importance. Toutes les grandes villes se ressemblent maintenant. Les mêmes enseignes lumineuses. Les mêmes écrans qui clignotent. Les mêmes foules pressées qui ne se regardent pas. J'ai un appartement au 6e étage d'un immeuble ordinaire. Stores électriques. Je les garde fermés pendant la journée, comme les volets de Marseille, comme tous les volets de toutes les maisons où j'ai vécu depuis si longtemps. Mes voisins pensent que je travaille de nuit, que je suis informaticien, ou veilleur quelque part. Ils ont inventé une explication. Comme toujours. Je les laisse faire. Le monde a changé, et le monde n'a pas changé du tout. Voilà ce que 3 siècles m'ont appris. Les costumes évoluent, les machines se perfectionnent, les maladies changent de nom. Mais les humains restent exactement ce qu'ils ont toujours été. Des créatures effrayées, qui cherchent des coupables, qui inventent des monstres, qui ne regardent jamais là où il faudrait. Je me souviens de chaque épidémie. La peste, le choléra, la grippe de 1918, et celle que vous avez connue récemment. Celle qui a fermé vos villes pendant des mois. Celle qui vous a fait porter des masques et craindre le souffle de vos voisins. Je l'ai traversée comme toutes les autres, sans crainte, sans masque, sans vaccin. Mon corps ne fonctionne pas comme le vôtre. Ce qui vous tubise sur moi comme l'eau sur la pierre. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai jamais su. Je ne suis pas un scientifique. Je suis simplement ce que je suis. Une anomalie qui dure. Pendant votre confinement, les rues étaient vides. Je marchais seul la nuit, comme au XVIIIe siècle, comme pendant toutes les pestes de ma longue existence. Le silence était revenu. Un silence que je n'avais pas entendu depuis des décennies. J'aurais dû me réjouir. Je n'ai ressenti que de la tristesse. Parce que je savais que cela ne durerait pas. Parce que je savais que vous reviendriez, avec votre bruit. Votre agitation, votre besoin constant de mouvement et de lumière, et vous êtes revenu. Le bruit, c'est peut-être ce qui me pèse le plus dans ce siècle. Il y avait du bruit autrefois. Les marchés, les tavernes, les cloches des églises, les roues des charrettes sur les pavés. Mais il y avait aussi des silences, de vrais silences. Des heures entières où rien ne bougeait, où le monde semblait retenir son souffle. Ce silence n'existe plus. Vos machines ronronnent sans cesse. Vos téléphones vibrent. Vos écrans murmurent. Même dans les appartements vides, il y a ce bourdonnement électrique. Cette présence invisible qui ne s'éteint jamais.
Je me suis adapté, comme je m'adapte à tout. Mais parfois, au cœur de la nuit, je ferme les yeux et j'essaie de me souvenir du silence de 1721. Il est presque effacé. Vous avez peur constamment. C'est la deuxième chose que j'ai observée. Au XVIIIe siècle, les humains avaient peur aussi. De la maladie, de la famine, de Dieu, de la mort. Mais cette peur avait des contours. Elle apparaissait par vagues. Entre les crises, il y avait du répit. Vous n'avez plus de répit. Vos écrans vous abreuvent de terreurs nouvelles à chaque heure. Guerre lointaine, catastrophe imminente, maladie émergente, crime horrible. Vous ne pouvez plus détourner le regard parce que le regard est partout. Vous êtes devenus des sentinelles épuisées qui guettent un ennemi que personne ne peut nommer. Je me nourris différemment maintenant. Ne vous inquiétez pas, je me nourris toujours. Mais les méthodes ont changé. La ville moderne offre des opportunités que Marseille n'offrait pas. Des personnes invisibles, plus nombreuses qu'autrefois, plus seules qu'autrefois. Il y a des gens que personne ne cherche. Dans toutes les époques, il y a eu des gens que personne ne cherchait. Des vagabonds, des exilés, des fous abandonnés. La différence aujourd'hui, c'est qu'ils sont partout. Dans vos rues, dans vos métros, dans vos halls d'immeubles. Vous passez devant eux sans les voir. Moi, je les vois. Je ne vais pas décrire comment je procède. Certaines choses ne s'écrivent pas. Elles existent dans les silences entre les mots, dans ce que vous choisissez d'imaginer ou de ne pas imaginer. Je dirais simplement ceci. La ville moderne est un territoire de chasse parfait. Trop de lumière aveugle autant que l'obscurité. Trop de bruit couvre tous les cris. Trop de monde permet à chacun de disparaître sans laisser de traces. Je n'ai jamais été aussi invisible qu'en pleine lumière. Vous me croisez peut-être, dans le métro, dans un couloir de supermarché, dans la file d'attente d'un cinéma, je ressemble à n'importe qui, un homme d'âge moyen, pas trop vieux, pas trop jeune, des vêtements ordinaires, un visage que vous oubliez aussitôt. C'est un talent que j'ai développé avec le temps, être quelconque, se fondre, ne jamais attirer le regard plus d'une seconde. Au XVIIIe siècle, c'était plus difficile. Les communautés étaient petites, les visages connus. Un étranger se remarquait. Ici, vous êtes tous des étrangers les uns pour les autres. C'est ma protection la plus efficace. La surveillance m'inquiète parfois. Vos caméras sont partout, dans les rues, dans les magasins, dans vos téléphones. Vous vous filmez les uns les autres sans cesse. Vous documentez chaque instant de vos vies comme si l'existence ne comptait pas tant qu'elle n'était pas enregistrée. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'il existe des images de moi quelque part. Dans une base de données. Sur un serveur, des fragments de mon passage captés par une lentille automatique, mais qui les regarde. Personne ne regarde vraiment. C'est la leçon que j'ai apprise. La surveillance est une illusion de contrôle. Un filet aux mailles trop larges. Les images s'accumulent par milliards et disparaissent dans l'oubli numérique. J'ai survécu à l'Inquisition. Je survivrai à vos algorithmes. Il y a une chose qui m'intrigue. Vous parlez de moi, de ma condition. Vous en faites des films, des séries, des livres. Vos écrans sont pleins de créatures comme moi, des monstres romantiques, des prédateurs séduisants, des immortels tourmentés, c'est nouveau. Au XVIIIe siècle, les vampires étaient des démons, des cadavres animés par le diable. On les craignait, on les craignait. On plantait des pieux dans les tombes suspectes. Aujourd'hui, vous les adorez. Vos enfants veulent leur ressembler. Vos adolescentes rêvent de leurs baisers glacés. Vous avez transformé la terreur en désir. Je ne sais pas si c'est de l'évolution ou de l'aveuglement. Je regarde vos films parfois, la nuit, sur un écran d'ordinateur, dans la solitude de mon appartement au store fermé. Je ne le reconnais pas. Vos vampires sont beaux, puissants, torturés de manière photogénique. Ils vivent dans des châteaux ou des pentouses. Ils portent des manteaux de cuir. Ils séduisent leurs victimes avec des regards brûlants. Moi, je suis fatigué. Je porte des vêtements achetés dans des enseignes bon marché. Je vis dans un appartement dont la fenêtre donne sur une cour intérieure. Je ne séduis personne. Je ne brûle pas de passion immortelle. Je dure. C'est tout. Durer n'est pas vivre. La solitude d'aujourd'hui est différente. Au XVIIIe siècle, j'étais seul parce que je ne pouvais pas être avec les autres. Parce que ma nature m'isolait. Parce que trop de proximité aurait révélé ce que je suis.
Aujourd'hui, tout le monde est seul. Vous vivez entassés dans vos villes. Vous avez des milliers de contacts sur vos réseaux. Vous communiquez à chaque instant avec des gens que vous ne verrez jamais. Et vous êtes plus isolés qu'aucune génération avant vous. Je le sens quand je marche dans les rues la nuit. Cette solitude qui émane de chaque fenêtre éclairée. Cette détresse silencieuse derrière vos façades connectées. Vous êtes devenus comme moi, sans même vous en rendre compte. Je me demande parfois si d'autres existent, d'autres comme moi, des témoins anciens, des mémoires impossibles marchant parmi vous. J'en ai croisé quelques-uns au fil des siècles, rarement, brièvement. Nous ne nous regroupons pas, nous n'avons pas de communauté, pas de règles communes. Chacun porte son fardeau seul. Le dernier que j'ai reconnu, c'était à Berlin, en 1936. Une femme, des yeux qui avaient vu trop de siècles. Nous nous sommes regardés dans la foule d'une gare. Nous avons compris. Et nous sommes partis chacun de notre côté. Certaines solitudes ne se partagent pas. Vous voulez savoir ce qui me fait peur, moi. Le monstre, le prédateur, le témoin de 300 ans de mort. Une chose me fait peur, l'oubli. Pas ma mort, je ne sais pas si je peux mourir, je n'ai jamais essayé sérieusement. Le soleil me brûle mais ne me détruit pas. Les blessures guérissent, la faim fait souffrir mais ne tue pas. Non. Ce qui me terrifie, c'est l'effacement de tout ce que j'ai vu. Marseille en 1721. Le visage de Marguerite, le poids de son fils mort dans mes bras. L'odeur de la peste, le silence des rues vides. Tout cela s'efface, lentement, implacablement, comme une encre qui pâlit sur un manuscrit trop exposé à la lumière. Dans 1000 ans, me souviendrai-je encore de ce siècle, de ces mots que je tape. De cette nuit, il est 4 heures du matin, je le sais sans regarder l'heure. Mon corps connaît la position du soleil même à travers les murs. C'est un instinct, une certitude animale que je n'ai jamais perdue. L'aube approche. Bientôt, les premiers travailleurs sortiront de leurs immeubles. Les camions de livraison envahiront les rues. Le bruit recommencera. Et moi, je fermerai mes stores. Je m'allongerai dans le noir. J'attendrai le soir suivant. Comme hier. Comme demain. Comme tous les jours depuis 300 ans. Je relis ce que j'ai écrit. Ces mots sur un écran. Ces confessions numériques qui rejoindront peut-être le néant ou peut-être des yeux inconnus. Je ne sais pas pourquoi je continue à témoigner. L'habitude peut-être. Ou l'espoir absurde que quelqu'un comprendra. Que quelqu'un croira. Ou peut-être est simplement la dernière chose qui me rattache à ce que j'étais avant. À l'humain que j'ai été. À celui qui avait besoin de parler pour exister. Si vous lisez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, posez votre téléphone une seconde, ou votre ordinateur, regardez autour de vous, la pièce où vous êtes, la fenêtre, la rue en dessous. Demandez-vous qui pourrait vous observer sans que vous le sachiez. Demandez-vous combien de personnes invisibles vous avez croisées aujourd'hui. Demandez-vous ce qui se cache derrière les volets fermés, derrière les stores baissés, derrière les visages ordinaires que vous oubliez aussitôt. Je ne dis pas que je suis là. Je dis simplement que vous ne pourriez pas le savoir. L'aube est proche maintenant. Je vais arrêter d'écrire. Fermer cet écran. Retrouver l'obscurité qui est devenue ma seule constante. Demain soir, je sortirai. Je marcherai dans vos rues. Je regarderai vos visages éclairés par vos téléphones. Je choisirai. Ou je ne choisirai pas. Cela dépendra de la fin. Cela dépend toujours de la fin. Et vous ne me verrez pas. Parce que vous ne regardez plus. Parce que vous avez oublié comment regarder. Je suis le témoin de novembre. J'étais là quand Marseille mourait. J'étais là quand Paris brûlait. J'étais là quand le monde s'effondrait et se reconstruisait encore et encore. Je suis encore là. Et je serai là demain. Fait dans une ville que je ne nommerai pas, en décembre 2025, par une main qui ne tremble toujours pas. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.